Merci beaucoup. Je suis vraiment extrêmement heureuse d'être ici. Je voulais remercier les professeurs Ibrahim Ali, professeur Patrice Gadji, professeur Mustapha Nagdo, et puis Moussa Kor qui a fait le lien. Donc merci infiniment Moussa d'avoir été cette cheville ouvrière. Je suis très heureuse que vous soyez là parce qu'effectivement, sans doute que la question climatique est une des questions qui illustre le mieux cet engagement de la société civile dans les mutations de ce qu'on peut appeler la scène juridique un petit peu sur ces sujets-là. Même si en France, il faut le reconnaître ou le déplorer, ou les deux, ce sont les ONG qui portent tout le contentieux environnemental et sans les ONG, le droit de l'environnement ne serait pas appliqué en France. Aussi faux que ça puisse paraître, c'est une réalité malheureusement. Alors, on va parler de contentieux climatique. Contentieux climatique, qu'est-ce que c'est? C'est cette idée que les États, les entreprises portent une responsabilité dans ce phénomène qui nous touche tous, qui nous touche de manière inégalitaire. Donc, contentieux climatique, c'est l'idée que on va essayer d'actionner sur les États, d'actionner sur la société civile pour mettre en œuvre les normes internationales sur la question climatique. On va prendre comme référence l'accord de Paris, même si aujourd'hui, notamment à l'échelle européenne, il y a un vrai engagement de la Commission et des instances européennes pour aller plus loin, parce que les rapports des scientifiques nous disent à quel point il faut aller vite. Il faut aller plus loin, plus vite. Et donc, il y a eu cette prise de conscience à l'échelle européenne qui a permis d'aller plus loin dans les obligations à la charge des États. Ce qui est très intéressant dans le contentieux climatique, c'est qu'il a un caractère transnational. C'est Corinne Lepage qui parle de ce caractère transnational. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en l'absence de juridiction internationale sur le sujet, il va falloir que ce soit des juges nationaux qui traitent ces contentieux climatiques. Et Bruno Latour parle d'une forme de relocalisation du global, parce qu'effectivement la question climatique c'est une question systémique, une question globale, qu'on va réimplanter dans les territoires, faire apprécier par les juges du fait de cette absence de juridiction internationale. Peut-être qu'un jour on y viendra. Je ne sais pas si le contexte géopolitique mondial y est favorable malheureusement, mais peut-être qu'un jour on y viendra. Mais en attendant, les juridictions nationales prennent sur les épaules ce contentieux climatique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une forme de circularité des décisions et de circularité des argumentaires. Circularité des décisions, ça signifie que lorsque le Conseil d'État français prend sa décision sur Grande-Synthe, il sait très bien qu'il a le regard de l'ensemble des juridictions européennes sur lui et que sa décision ne va pas être seulement appréciée par les Français, mais que l'ensemble des juridictions européennes regardent ce qu'il est en train de penser. D'où l'influence, comme Patrice l'a souligné, d'où l'influence du Pays-Bas. Alors le Pays-Bas, je ne sais pas si vous vous situez, mais c'est un tout petit pays où à peu près la moitié du territoire est en dessous du niveau de la mer. Donc on comprend que le Pays-Bas est tout à fait conscience de l'importance de la montée des eaux et du réchauffement climatique, sans doute que plus que la France. Souligner combien cette question du contentieux climatique nous prouve à quel point il faut tous travailler ensemble. La science, bien sûr. Les scientifiques travaillent beaucoup sur ces sujets, nous alertent. Alors ils ne savent plus tellement comment nous parler face à cette forme de déni. Ils sont un peu déstabilisés, ils se disent ne soyons pas trop alarmistes parce que sinon les gens vont se désintéresser de la question, et en même temps il faut qu'on les engage, donc c'est un petit peu difficile, mais les sciences jouent un rôle majeur, la société civile joue un rôle majeur et c'est elle qui vraiment endosse les actions. Et puis l'articulation entre les juges et le pouvoir politique, et c'est ça qui est extrêmement intéressant sur ce contentieux-là, c'est qu'on voit que la société civile, qui a un petit peu perdu confiance dans le politique, on peut le dire, vient toquer à la porte du juge en lui disant « S'il vous plaît, prenez en charge ce sujet qui est tellement important, tellement crucial pour notre survie, prenez-le en charge et venez condamner l'État, venez condamner les entreprises multinationales à s'engager pleinement dans ce sujet. » On reparlera de la question des trajectoires climatiques, parce que cette notion de trajectoire, elle est très importante dans le contentieux. Et puis mon propos va être articulé autour des
des actions contre les États et des actions contre les entreprises, puisque effectivement ce sont les deux acteurs majeurs. Je voulais souligner aussi, slide suivante, le rôle de la société civile, mais on vient d'en parler, donc on peut avancer. Peut-être parler de la notion de maturité du contentieux. Qu'est-ce que c'est que cette notion de maturité du contentieux? C'est en fait l'idée que les juges, ce sont des êtres humains comme les autres, et ils ont besoin d'être formés, d'être sensibilisés sur ces sujets. C'est pour ça qu'avec d'autres juristes, moi je suis très attentive à ce sujet. On fait des cycles de conférences à la Cour de cassation en France pour emporter les magistrats et qui s'engagent sur ces thématiques-là. Et donc les juges ont besoin de temps pour comprendre ces sujets et donner la bonne réponse. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras face à une première décision négative, parce qu'en général, il va falloir plusieurs décisions pour réussir à faire ce travail de conscientisation, de compréhension du sujet, et que enfin le juge vienne donner la bonne réponse. Une illustration en France, la notion de préjudice écologique, elle a été imaginée en 1975 par un grand professeur qui est Gilles Martin. 1975, il imagine cette notion de préjudice écologique qui est le préjudice subi par la nature elle-même. Et puis, il va falloir attendre 2012 pour que la Cour de cassation consacre la notion dans un arrêt très important, l'arrêt Erika. Et enfin, le législateur, en 2016, qui vient inscrire dans le Code civil français la notion de réparation du préjudice écologique. Et donc ça, c'est peut-être un message aux ONG, ne baissez pas les bras trop vite. Mais bon, je sais qu'il n'y a pas besoin de vous convaincre et que la détermination, vous l'avez. Mais voilà, il faut un certain temps pour que les juges saisissent vraiment cela. Alors, si on entre plus directement dans la question de la responsabilité des États dans le phénomène du réchauffement climatique, ce qu'on peut constater, c'est que c'est un mouvement mondial et un mouvement qui ne cesse de s'amplifier d'année en année. Et c'est en ça que cette idée de circularité des décisions, circularité des argumentaires, elle est très importante, parce qu'effectivement, cela donne des idées et suscite l'engagement de la société civile dans d'autres États pour s'engager. Beaucoup d'actions aux États-Unis, beaucoup d'actions en Europe et sans doute demain, beaucoup d'actions en Afrique. Qu'est-ce qu'on vient reprocher à l'État? Essentiellement deux choses. Soit on vient lui reprocher son inertie, son inaction, ne pas prendre des engagements qui soient à la hauteur, ou alors, comme c'est le cas en France, prendre des engagements qui sont à la hauteur, mais ne pas les respecter, ne pas les mettre en œuvre. Donc ça, c'est une partie du contentieux qui est très importante, et une autre partie, ça va être des actions plus ciblées contre des projets qu'on va qualifier de climaticides, c'est-à-dire certains projets qui sont tout à fait néfastes pour les questions de protection du climat. Alors, on a quelques affaires emblématiques. Donc, Patrice a rappelé cette décision Urgenda qui est rendue par la Cour de cassation des Pays-Bas en 2019, mais le premier jugement datait de 2015, et c'était une première vraiment, mais aussi des décisions intéressantes, par exemple au Pakistan, l'affaire Leghari, où là encore, les juges vont condamner l'État, mettre en œuvre la responsabilité de l'État pour son inertie sur la question du changement climatique. Alors juste, dans l'affaire Urgenda, je voudrais souligner le fait que ce qu'ont dit les juges, c'est que les engagements de l'État néerlandais étaient insuffisants. Donc ils sont allés très loin. Et là, parfois, on craint ce qu'on appelle le gouvernement des juges. Qu'est-ce que c'est que la notion de gouvernement des juges? C'est le juge qui vient faire la loi à la place du législateur. Et par exemple, en France, le Conseil d'État est très attentif à ce reproche-là. Il fait très attention à ne pas pouvoir être critiqué sur ce plan-là. Alors, pour ce qui est de la France, on a deux affaires très emblématiques qui sont l'affaire Grande Sainte et puis l'affaire du siècle. L'affaire Grande Sainte, c'est une action qui a donné lieu à 3 décisions du Conseil d'État. Alors, la commune de Grande Sainte, c'est une commune française qui est située sur le littoral, dans le nord de la France,
et qui, du fait qu'elle est au bord de la mer, effectivement, est très sujette à la question de la montée des eaux. C'est un point important parce que sur ces contentieux climatiques se pose souvent, d'un point de vue très juridique, du point de vue de la technique juridique, se pose la question de l'intérêt à agir. Parce que, effectivement, pour pouvoir agir en justice et que votre action soit recevable, il faut que vous démontriez que vous avez un intérêt légitime et direct à agir. Et par exemple, dans l'affaire Grande-Synthe, la commune avait agi en tant que commune, en tant que personne morale, mais aussi il y avait une action du maire qui s'appelle Damien Carême, qui n'est plus le maire aujourd'hui, mais donc qui agissait en tant que citoyen en disant je suis concerné par cette question du réchauffement climatique et donc je me joins à l'action de la commune de Grande-Synthe. Le Conseil d'État a considéré que le maire n'avait pas d'intérêt à agir parce qu'il pouvait déménager. Et donc, imaginons qu'il aille vivre à Paris, à ce moment-là, il serait moins concerné par la question du réchauffement climatique. Bon, c'est critiquable, hein. Mais voilà. Et donc, ne pas oublier cette question de l'intérêt à agir, qui est très importante et à laquelle vous devez vous confronter assez souvent, j'imagine. Alors, 3 décisions. Première décision en novembre 2020, le Conseil d'État, et c'était déjà pour lui une solution très courageuse, le Conseil d'État vient nous dire j'accepte d'exercer un contrôle pour voir si l'État français respecte et met en œuvre les engagements qu'il a pris. Alors, plein de choses dans cette décision, mais je ne vais pas vous barber. Donc, premier point très important, c'est qu'il vient dire l'accord de Paris, certes, c'est un accord de droit souple, mais la substance de cet accord a été reprise dans le droit français, dans le droit européen, et donc l'accord de Paris a un effet contraignant à l'égard du gouvernement français. Donc ça, c'était déjà un premier rapport de la décision qui était très important. Et ensuite, et là, ça montre à quel point le contentieux climatique est véritablement un laboratoire d'idées, c'est-à-dire qu'on est obligé d'innover, ça nous stimule beaucoup. C'est dommage qu'on soit stimulé par des sujets aussi graves, mais c'est vrai que ça stimule beaucoup. Habituellement, le Conseil d'État, quand il vient contrôler une politique, il attend d'être au terme de cette politique pour contrôler. Donc, dans un raisonnement classique, le Conseil d'État aurait dit « Je vais attendre 2030 pour constater si les engagements que l'État français a pris ont porté ou non leurs fruits en 2030. » Mais là, il a dit « Le sujet est trop grave. On ne peut pas attendre 2030, ça sera beaucoup trop tard. » Et donc, il accepte d'exercer un contrôle de la conformité de la trajectoire climatique de l'État français par anticipation. Et ça, c'était fabuleux, parce que vraiment, c'est quelque chose qui l'a poussé très très loin dans ses retranchements. Ils ont beaucoup réfléchi sur le sujet. J'avais discuté avec beaucoup de conseillers d'État et ils se sont fait violence. Mais face à l'importance du sujet, ils se sont dit on ne peut pas attendre 2030, ça sera beaucoup trop tard. Donc on accepte de faire un contrôle par anticipation du respect de la trajectoire climatique. Et ça, c'était vraiment un des apports majeurs de la décision. Ensuite, il a dit à l'État français, bien, je vous laisse 6 mois pour venir me montrer avec des expertises, des études, que oui, véritablement, vous parvenez à satisfaire à vos engagements. D'où la deuxième décision, en juillet 2021, et là, le Conseil d'État a dit non, vous ne parvenez pas à satisfaire vos engagements. Donc, vous faites bien la différence avec Urgenda Pays-Bas. Le juge néerlandais, lui, s'est autorisé à dire à l'État vous devez vous engager beaucoup plus haut. Là, ce n'est pas la même hypothèse. Le Conseil d'État vient dire à l'État vous avez pris des engagements qui sont contraignants, or ces engagements, vous ne les respectez pas et j'accepte de le constater par anticipation. Et donc là, du côté des ONG, puisque c'est agrégé à la commune de Grande-Synthe un certain nombre d'ONG, dont notamment les Amis de la Terre. Donc du côté des ONG et du côté de l'État français, ils ont fait bosser beaucoup de cabinets d'expertise pour chacun essayer de rapporter la preuve. Mais le Conseil d'État, en examinant tout ça de manière très détaillée, et ça c'est important, a conclu que l'État français ne respectait pas ses engagements. Et donc, il l'a condamné à prendre
toute mesure utile pour parvenir à satisfaire à ses engagements. Ça aussi, c'est un point important, parce qu'on s'était interrogé. Que va nous dire le Conseil d'État? Qu'est-ce qu'il va dire à l'État français? Est-ce qu'il va lui dire vous devez faire beaucoup plus dans la question du logement, vous devez faire beaucoup plus dans la question de l'agriculture, dans la question des transports? Ben non, parce que là, effectivement, on pourrait le qualifier de gouvernement des juges. Et donc, il se contente de dire à l'État, prenez toute mesure utile pour parvenir à ça. Et enfin, troisième décision, Grande Sainte 3, le 10 mai 2023, donc tout récemment, là, la commune de Grande Sainte était venue demander au Conseil d'État de prononcer une astreinte contre l'État français pour le sanctionner d'être encore incapable de parvenir à satisfaire à ses engagements. Et là, le Conseil d'État refuse de prononcer une astreinte. Néanmoins, ça ne signifie pas que c'est perdu. Ça ne signifie pas que la décision est inintéressante. Alors, certes, il y a eu quelques regrets parce qu'on espérait le prononcer d'une astreinte. Pourquoi? Cela avait été fait dans la question de la pollution atmosphérique. Le Conseil d'État, justement par l'action des Amis de la Terre, le Conseil d'État avait condamné plusieurs fois l'État français à ne pas mettre en œuvre une directive européenne relative à la question de la pollution atmosphérique et de laisser dans certaines zones particulières des concentrations de substances beaucoup trop élevées. Et face à l'incapacité de l'État de remédier à la situation, le Conseil d'État avait prononcé une astreinte, alors une première astreinte de 10 millions d'euros. Donc 10 millions d'euros, on peut se dire que pour l'État français, c'est pas grand-chose, mais il faut avoir conscience que c'était x10 le montant de l'astreinte la plus haute qui avait été prononcée contre l'État français. Donc vous voyez, ça avait déjà marqué un engagement très très fort. Première astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard, et ensuite 20 millions d'euros parce qu'il y avait une année de retard, donc 30 millions d'astreintes. Donc on se disait, alors là, les ONG sur la question du réchauffement climatique avaient demandé 50 millions d'astreintes, pour que l'astreinte fasse mal un petit peu. Effectivement, c'est intéressant la question de l'astreinte, mais le problème d'une astreinte qui est versée par l'État, c'est qu'il ne faut pas que l'État donne par sa main gauche ce qu'il va reprendre par sa main droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé sur la question de la pollution atmosphérique? Le Conseil d'État a condamné l'État à payer 20 millions d'euros et il a réparti les sommes entre différents organismes de recherche, mais beaucoup d'organismes de recherche publics. Et une ONG qui a passé au crible les financements de ces organismes d'expertise a vu qu'en fait l'État avait réduit leur financement pour rattraper en quelque sorte ce qu'il avait payé par l'astreinte. Bon, donc finalement l'astreinte c'est peut-être pas la panacée, au-delà de sa dimension symbolique. Ce qui est très intéressant dans cette décision, c'est que le Conseil d'État va se livrer à un examen très approfondi des impacts des politiques de l'État français sur la question climatique. Vraiment, ils prennent la lecture de la décision, prenez le temps de la lire, c'est pas du temps perdu parce que c'est vraiment très intéressant. Ils prennent le temps de décortiquer la politique climatique de l'État français pour voir si oui ou non on va être capable d'atteindre les objectifs. Et ils donnent rendez-vous en décembre 2023 et en juin 2024. Avec Judith Rochefeld, une professeure de Paris, on a commenté cet arrêt et on y voit l'émergence d'une forme de contrôle continu de la trajectoire climatique par le juge, ce qui serait très intéressant. Parce que ça veut dire que l'État sait qu'il a le regard du juge sur ses épaules en permanence, qui vient voir ce qu'il fait ou non. En revanche, quelques regrets parce que le Conseil d'État constate que les mesures prises en matière climatique sont insuffisantes pour parvenir aux engagements. Or, ces engagements, depuis, ils ont été rehaussés sous l'influence de la loi climat européenne. Et donc, déjà qu'on était insuffisant par rapport à des engagements plus bas, par rapport à des engagements plus hauts, le compte n'y est pas. Et puis, dernier regret, c'est au sujet de la notion de génération future.
La notion de génération future, elle est présente dans la Charte de l'environnement en France, mais pour l'instant, elle a été très très peu mobilisée par les juges, alors que vraiment la question climatique est sans doute une des questions dans lesquelles elle aurait le plus de sens. Et nos regrets sont encore accrus si on regarde ce qui s'est passé en Allemagne, parce qu'en Allemagne, il y a une décision très intéressante rendue par la Cour constitutionnelle allemande en mars 2021. Des citoyens et une ONG étaient venus trouver la Cour constitutionnelle pour lui dire « La loi climatique allemande de décembre 2019 est insuffisante. Nous vous demandons de condamner l'État allemand à prendre des engagements plus élevés. » Et la Cour constitutionnelle alors, a une position très nuancée, mais néanmoins, elle mobilise le concept de génération future pour dire que l'insuffisance de la politique climatique entraîne un fardeau écrasant, ce sont ces termes, sur les épaules des générations futures. Et donc en disant, aujourd'hui, nous, on veut ne pas trop porter atteinte à nos modes de vie. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'on bouleverse un petit peu nos modes de vie si on veut vraiment régler la question climatique. Donc aujourd'hui, nous, on ne fait pas beaucoup d'efforts. Ça signifie que tous les efforts seront à faire par les générations futures. Et donc on fait peser sur leurs épaules un fardeau écrasant. On attend que le Conseil d'État ou que le Conseil constitutionnel français mobilise cette notion avec autant de force. Pour l'instant, le compte n'y est pas. Alors, autre affaire, mais qui a été jugée, elle, par le tribunal administratif de Paris, l'affaire du siècle, où là, alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que ça n'a pas d'objet, mais c'était sur une question de responsabilité de l'État pour son inaction climatique. Et le tribunal est venu reconnaître effectivement la faute de l'État et donc l'engagement de sa responsabilité pour l'insuffisance de sa politique climatique. Mais malheureusement, les ONG n'avaient pas suffisamment bien bossé le dossier, donc elles n'avaient pas suffisamment contextualisé la demande de réparation. Et donc on en est resté là, parce que l'État n'a pas fait appel, évidemment, il ne voulait surtout pas que ça remonte jusqu'au Conseil d'État et qu'on ait une décision éclatante du Conseil d'État. Donc l'affaire s'est arrêtée là, malheureusement. Quel sujet est-ce que ça pose? Et ça, c'est quand même très intéressant, c'est la question de l'efficacité de ce contentieux. Et j'imagine que c'est une question que vous devez vous poser tous les matins. On parle de contentieux stratégique. L'action des ONG, elle n'était pas au départ forcément sur le contentieux. Les ONG, qu'est-ce qu'elles font? Elles conscientisent, elles essaient de manifester un engagement des populations civiles à travers des pétitions, à travers des marches, mais basculer dans le contentieux, c'est un autre choix. Or, aujourd'hui, elles se rendent compte que si on ne va pas jusqu'à la porte du contentieux, on manque de détermination et donc on est obligé d'y aller. Et donc elles parlent de contentieux stratégique. Sur le climat, aujourd'hui, on est en train de développer un contentieux stratégique sur la question des pesticides, qui est aussi, et donc de respect de la biodiversité, qui est aussi un sujet majeur. Donc, on voit apparaître ça. Mais évidemment, le juriste, il doit toujours se poser la question de l'efficacité de ce qu'il met en œuvre. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Or là, on voit que ces contentieux ont une portée symbolique, une portée politique forte. La condamnation de l'État par la plus haute juridiction administrative, évidemment que ça a une portée symbolique très forte. Néanmoins, ça ne suffit pas. Et puis, il y a aussi le temps du contentieux qui est toujours un temps très long. Donc le contentieux climatique, c'est une des voies qui doit s'ajouter à toutes les autres, mais ne peut pas endosser sur ses seules épaules le sujet de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, si on bascule maintenant dans l'autre versant, les actions contre les entreprises. Alors, pourquoi agir contre les entreprises? L'action, elle se cible contre les multinationales qui ont beaucoup d'obligations à l'égard de la société civile, à l'égard des États. Il faut bien réaliser que beaucoup de ces entreprises multinationales ont des chiffres d'affaires qui sont nettement supérieurs au PIB de très nombreux États. Donc elles ont un rôle politique très fort. On ne peut pas dénier ce rôle politique. Parce que bien souvent, elles viennent nous dire « oui, mais
Que l'État fasse les règles et on les respectera. Mais non, ces sujets sont tellement systémiques et globaux qu'il faut un engagement de toutes les parties prenantes. On ne peut pas laisser l'État gérer seul le problème. Surtout qu'on sait que parfois l'État il est un peu conflicté. Donc il faut que tout le monde s'engage. Alors, ces actions, actuellement, on les voit se diriger dans 3 directions. Une première direction qui est à laquelle Patrice a fait référence à travers le jugement total, qui est le support de la loi Vigilance, qui est une loi française adoptée en 2007, qui va être portée à l'échelle européenne au plus tard en 2024. Mais finalement, peut-être que ce support spécial du devoir de vigilance n'est pas nécessaire parce que la décision Shell nous dit beaucoup sur tout ce que recèle comme trésor le droit commun de la responsabilité. On y reviendra. Et puis, quelque chose qui se dessine beaucoup, et ça, je serais très intéressée d'en discuter avec vous, c'est la question du greenwashing. Ça devient un des sujets majeurs en Europe. L'Europe et la Commission européenne a d'ailleurs publié en mars une proposition de directive sur les allégations environnementales pour lutter contre le greenwashing. Ça devient aujourd'hui un des leviers juridiques les plus forts et sur lequel j'imagine que vous réfléchissez. Alors, si on commence par réfléchir sur la loi Vigilance, je vous rappelle les fondamentaux très rapidement, mais ce qui est très intéressant dans cette loi, c'est que on a voulu lutter contre l'artificialité du système juridique qui ne reconnaît pas le groupe de société. Enfin, moi, je dis parfois à mes étudiants, le juriste, il a souvent une baguette magique dans la main et il est un peu magicien. Et derrière la magie, il y a juste une volonté politique, je vous rassure. Mais donc, le groupe de société, c'est Patrice a rappelé que Shell et Total avaient à peu près 1000 filiales. Mais ces filiales, elles sont totalement autonomes juridiquement de la société mère. C'est-à-dire que les actions des filiales ne peuvent pas être mises sur le dos de la société mère. Mais ça, c'est d'une grande hypocrisie, parce qu'en réalité, le droit fiscal, qui lui est un droit très pragmatique, à travers la notion de consolidation, il vous représente le groupe de société sans aucune difficulté. Lui, là, il dit, ben non, le groupe de société, évidemment qu'il existe. Total, c'est le groupe de société, et le droit fiscal le reconnaît. Le droit du travail le reconnaît aussi un petit peu, le droit de la concurrence le reconnaît, mais en matière de responsabilité, là, pour l'instant, les lignes n'avaient pas bougé. Or, cette loi Vigilance, son ambition, c'est véritablement d'effacer le voile de la personnalité morale pour recréer, alors de manière nuancée, mais recréer l'existence du groupe de société sur le plan de la responsabilité civile. Et puis aussi, c'est donner de la substance, transformer en règles contraignantes des principes internationaux de droit souple qui sont les principes des Nations Unies, entreprises et droits humains, et puis les principes de l'OCDE, adoptés en 1976, revus en 2011, justement, pendant que les principes des Nations Unies étaient en train d'être décidés. Et donc, tous ces principes-là, qui sont des recommandations faites aux entreprises multinationales, la loi Vigilance, elle essaie de venir leur donner une substance de droit dur. 3 ans de négociations et de discussions parlementaires très violentes, et pas que parlementaires, il y a eu beaucoup de discussions dans des cadres, les syndicats, les ONG, les syndicats patronaux étaient très très engagés, le MEDEF et la FEP en France, qui sont les syndicats des entreprises, étaient très très engagés sur le sujet et luttaient contre le sujet, vous vous en doutez. Et finalement, le vote de la loi le 21 février 2017, décision du Conseil constitutionnel le 23 mars et adoption le 27 mars. Alors, vous aurez les slides, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est que le législateur vient dire à certaines entreprises, ça concerne des grandes entreprises, 250 à peu près, puisqu'il faut qu'elles aient plus de 5000 salariés, il vient leur dire, vous devez mettre en place un plan de vigilance, c'est-à-dire des mesures de vigilance qui vous permettent de prévenir les atteintes en matière de droits humains, protection de l'environnement, santé et sécurité des salariés sur toute la chaîne de valeur. Et donc, vous ne pouvez plus faire comme si cela n'existait pas
évidemment que quand vous demandez, enfin, sur toute la chaîne de sous-traitance, il faut bien la voir, évidemment que quand vous exigez d'avoir des jeans produits en 3 semaines et qui vont vous coûter 2 € la pièce, vous êtes responsable de la façon dont sont fabriqués ces jeans. Évidemment que lorsque vous achetez du cacao à ce prix-là, vous êtes responsable de la façon dont est produit ce cacao. Et donc c'est ça qui est très intéressant dans la loi Vigilance, c'est étendre le regard sur toute la chaîne de valeur et dire à l'entreprise: vous avez la sphère d'influence, vous avez le pouvoir économique, vous avez le pouvoir d'influencer l'ensemble de la chaîne, et donc faites-le. Alors, et c'est pour ça que donc ce plan doit analyser les mesures de vigilance qui doivent être mises en œuvre par la société mère elle-même, mais aussi au regard du comportement de ses filiales et au regard du comportement de ses sous-traitants et fournisseurs. On refait la chaîne de valeur. Alors, les mesures elles-mêmes, on va passer, c'est pas très intéressant, enfin on pourra y revenir si vous voulez. Les sanctions, parce que ça c'est assez important. Que risque une entreprise, soit qui n'aurait pas adopté un plan, soit qui aurait adopté un plan important, mais qui ne le mettrait pas en œuvre? Parce que vous pouvez aussi avoir ça. J'affiche en façade un plan de vigilance très engagé, et en réalité, je le laisse sur l'étagère et je n'y touche pas. Bon, la loi dit aux entreprises, vous devez adopter un plan et le mettre en œuvre effectivement. Que risque une entreprise? Alors, initialement, dans la loi qui avait été votée par le Parlement, il était prévu une sanction de 10 millions d'euros. Cette sanction a été censurée par le Conseil constitutionnel dans le contrôle qu'il a exercé sur la loi, parce qu'il a dit, vous connaissez le grand principe en matière pénale de la légalité des délits et des peines, et il a dit cette notion de vigilance est une notion assez floue, on ne peut pas lui attribuer une sanction pécuniaire qui est une sanction de nature quasi pénale, parce que ça serait une violation par rapport au principe de la légalité des délits et des peines. Donc il a retiré la sanction pécuniaire. Donc, qu'est-ce qu'on risque? On risque l'injonction d'un juge qui vous dit « je vous condamne à adopter un plan » ou à le mettre en œuvre effectivement, à rien d'autre, mais on va y revenir. Et par ailleurs, il y a aussi la responsabilité civile, la possibilité de mobiliser les mécanismes de la responsabilité civile pour les victimes, mais là, il y a à peu près tout à faire, parce qu'en réalité, pour l'instant, la loi n'a rien donné sur ce plan-là. Alors, je voulais voir avec vous quelles étaient les premières affaires qui ont pris pour fondement juridique le devoir de vigilance, parce que justement, ce sont des affaires beaucoup qui concernent la question climatique. Première question, c'est le projet Total en Ouganda. J'imagine que vous en avez entendu parler nécessairement. Alors, vous connaissez beaucoup mieux la carte que moi, mais vous voyez que l'Ouganda étant un pays enclavé, donc il y avait 2 aspects dans ce projet. D'une part, la construction pour l'exploitation de 450 puits de pétrole, dont un tiers situé dans une zone naturelle exceptionnelle, dans laquelle il y a une biodiversité exceptionnelle. Mais une fois que le pétrole est extrait, il faut encore l'acheminer jusqu'à la mer. Et donc là, ça se fait par ce grand pipeline, 1500 km, qui traverse l'Ouganda et la Tanzanie, qui vient frôler le lac Albert, qui est une des plus grandes ressources d'eau potable de la région. Et surtout, le pétrole ougandais a la caractéristique technique d'être extrêmement compacté. Et donc, il faut chauffer le pipeline à 50 degrés en permanence pour que le pétrole se fluidifie et circule à l'intérieur. Et là, tous les experts scientifiques vous disent un pipeline de 1500 km chauffé à 50 degrés, forcément, il y aura des accidents industriels. Ce n'est pas possible autrement. Déjà qu'il y en a, mais là, on a toutes les circonstances pour qu'il y en ait encore plus. Donc, certaines ONG ougandaises, et puis en France, les Amis de la Terre et Survie, ont agi sur le fondement du devoir de vigilance, mais pourquoi est-ce que nous avons interprété notre commentaire avec Mathilde Boutonnet « prudence dans la lecture de la décision totale » Parce qu'en fait, elles ont fait le choix, discutable à mes yeux, d'agir sur le terrain des référés.
Or, pour les juristes d'entre vous, vous savez que pour pouvoir obtenir une action sur le terrain des référés, encore faut-il que certaines conditions soient remplies, et notamment qu'il n'y ait pas de contestation possible sur le fond du dossier. Or là, c'était la première mise en œuvre de la loi. C'était vraiment pile ou face. Bon, eh ben, c'est face. Et donc le juge a dit, non, je ne peux pas dire qu'il n'y a aucune contestation possible sur la mise en œuvre de la loi, et donc j'écarte l'action parce que les conditions du référé ne sont pas réunies. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner à cette décision plus d'importance qu'elle n'en a. Alors, autre affaire contre Total aussi, la direction juridique de Total en ce moment ne s'ennuie pas, sur sa stratégie climatique. Les ONG lui ont reproché l'insuffisance de sa stratégie climatique et l'affaire est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. Alors d'ailleurs, ça c'est très intéressant sur la question de la formation des magistrats. Au départ, la loi de 2007 avait dit toute personne intéressée pourra saisir le juge compétent. Bon. Et donc, pendant 2 ans, on a eu, sur l'affaire Ouganda, va-et-vient entre tribunal de commerce, tribunal judiciaire, pour savoir qui était compétent. Le législateur est intervenu, conscient que c'était un sujet complexe sur lequel il fallait qu'il y ait une forme de spécialisation des juges. Et donc, c'est le tribunal judiciaire de Paris qui est la seule juridiction française compétente en matière de devoir de vigilance. Là, ça c'est vraiment très intéressant de se dire sur ces contentieux spécifiques qui demandent beaucoup de compréhension à la fois technique sur les droits humains, l'environnement, à la fois aussi une compréhension un peu financière du sujet et de la stratégie de l'entreprise, on veut une spécialisation des juges. Et donc l'affaire est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. Autre illustration, l'affaire Casino, où Casino a été attaqué par certaines ONG parce que, alors Casino a une place très importante sur la vente de viande bovine en Amérique latine. Or, les bovins étaient nourris avec des céréales qui étaient produites sur des parcelles déforestées illégalement. Et donc les ONG ont réussi à faire la traçabilité entre les parcelles sur lesquelles étaient produites les céréales, où vont ces céréales, quelles sont les bêtes qui sont nourries avec, et je démontre que Casino n'a pas porté ce regard sur toute sa chaîne de valeur, n'a pas exercé sa vigilance sur toute la chaîne de valeur pour vérifier que la viande de bœuf qu'elle vend n'a pas été produite en partie avec de la déforestation illégale, puisque vous savez que le sujet de la déforestation est majeur au regard évidemment du sujet climatique. Et enfin, l'action BNP, qui elle aussi est pendante devant les juridictions. Donc BNP, qui est une des plus grandes banques françaises, mise en cause par des ONG parce que, d'une certaine manière, elle finance encore les énergies fossiles. L'action est pendante. Donc, Alors, quels sont les ressorts de la juridicité de ce devoir de vigilance? Parce que ça, c'est quand même très intéressant. Depuis que le Conseil constitutionnel a supprimé la sanction de 10 millions d'euros, quels sont les ressorts? En fait, le ressort, ça va être le ressort réputationnel. Mais le ressort réputationnel, il est absolument majeur. Et par exemple, dans l'affaire BNP, c'est très intéressant parce que les ONG ont réussi à mettre une pression tellement forte, alors, sur la question du devoir de vigilance, mais aussi lors des assemblées générales. C'est un autre point dont j'ai pas parlé parce que là, je vous aurais gardé toute la journée avec moi. C'est la question de l'engagement actionnarial, c'est-à-dire les actionnaires, certaines ONG qui rentrent dans le capital des entreprises pour dire, dans les assemblées générales, vous êtes insuffisante sur ce point-là. Et l'engagement actionnarial, j'imagine que Patrice travaille dessus, c'est un des sujets qui monte très fortement en puissance. Et donc, BNP était pris en tenaille entre vigilance, l'engagement actionnarial, et donc ils ont annoncé la semaine dernière un retrait très fort dans les énergies fossiles. Alors après, il va falloir vérifier que ce soit vrai, toujours pareil. Mais voilà, donc on voit que cette pression réputationnelle, elle marche, elle est très forte, et c'est intéressant. Alors, rapidement pour finir, le terrain du droit commun, mais Patrice l'a évoqué, donc l'affaire Shell, qui effectivement est très très intéressante, parce que
qu'est venu dire le juge de... C'est ça qui est extraordinaire quand même, c'est un petit juge du tribunal de district de La Haye qui se paie échelle et lui dit « Je vous condamne à réduire vos émissions de 45% sur le scope 3, c'est-à-dire sur l'usage qui est fait de vos carburants par les utilisateurs. » Parce qu'il y a aussi toute la question de savoir dans quel spectre est-ce qu'on analyse l'impact de l'entreprise, est-ce qu'on se limite à les émissions directes de l'entreprise ou aussi les émissions de toute sa chaîne de valeur et notamment jusqu'à ses consommateurs. Et donc, c'était une décision très très intéressante. Et aussi, ce qui était très intéressant, c'était cette idée qu'il y a un standard de comportement des entreprises multinationales et que quand vous êtes une entreprise qui a ce poids-là politique, ce poids économique, on sait qu'elle discute directement avec les États, bien entendu, ce poids politique, ce poids économique, vous avez une responsabilité sociétale très forte et donc vous devez vous engager sur ces sujets-là, encore plus quand vous vous vantez de le faire, ce qu'elles font toutes. Dernier point que je voulais souligner, parce que c'est une voie très intéressante qui est en train de monter en force, qui est celle de la responsabilité des administrateurs eux-mêmes. Ces entreprises, elles sont dirigées par des dirigeants, mais il y a toujours un conseil d'administration dans lequel on a des administrateurs qui sont là. Si on se penche sur la réalité sociologique de ces conseils d'administration, il y a encore 20 ans, ces administrateurs, c'était à peu près tous les mêmes, qui siégeaient dans 10 conseils d'administration, et puis dans un, ils étaient actifs, et dans les autres, ils étaient absolument passifs, et il y avait un entre-soi très très fort. Or, aujourd'hui, on voit que maintenant, dans les conseils d'administration, il commence à y avoir de la diversité. Alors, la première forme de diversité, ça a été de mettre des femmes, mais maintenant, en 7 ans, on va au-delà de cette diversité-là, notamment diversité en matière de représentation géographique, de formation des administrateurs. Et les ONG commencent à se dire, si on parvient à obtenir des décisions condamnant des administrateurs pour ne pas avoir pris suffisamment à bras-le-corps certains sujets, là, ils vont exercer leurs fonctions avec énormément de sérieux. Et donc, c'est un des leviers qui est en train de monter en puissance et qui est très intéressant et à mobiliser. Vraiment. Dernier point, le greenwashing. Ces sujets sont tellement majeurs que, évidemment, toutes les entreprises s'en saisissent. Et sur la question climatique, en fait, c'est la neutralité carbone. Toutes nous promettent d'être neutres du point de vue du carbone d'ici 2040, parfois 2050, enfin voilà. Alors, qu'est-ce que ça signifie neutre en carbone? Ça veut dire que soit je n'émets plus, soit ce que j'émets est compensé par des capacités de stockage. Or, il y a beaucoup de réflexions sur ces capacités de stockage du carbone, par les puits de carbone, qui peuvent être soit des puits naturels, soit des puits technologiques. Or, quand les entreprises vous promettent d'atteindre la neutralité carbone, en réalité, elles se reposent beaucoup sur cette capacité de stockage qui est encore assez illusoire aujourd'hui. Et Greenpeace, avec les Amis de la Terre et Notre Affaire à tous, fait peser une pression très très forte sur Total en ce moment sur la question du greenwashing. Ils ont mis en œuvre une action en février 2022. Ils ont agi contre Total pour publicité mensongère en disant vous vous engagez à la neutralité carbone alors que vous n'y serez jamais. Ils ont publié en novembre 2022 un rapport très féroce, mais un rapport très sérieux, puisqu'il a été fait avec l'entreprise Carbone 4, qui est une des entreprises françaises les plus avancées sur cette question de la mesure de l'impact carbone des entreprises. Et donc, ils ont produit un rapport en novembre 2022 en disant, en réalité, Total émet dans l'atmosphère 4 fois plus de gaz à effet de serre que ce qu'ils n'avouent. Par un trucage, entre guillemets, des mesures, ils émettent 4 fois plus. Total a réagi il y a peu de temps en agissant contre Greenpeace, en disant à Greenpeace, donc ils ont fait ce qu'on appelle une procédure bâillon devant les juridictions, et
aujourd'hui, le 19 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a apprécié que le recours formé par les ONG contre Total pour pratiques commerciales trompeuses était recevable. Donc on va pouvoir entrer dans le fond des discussions. Qu'est-ce qu'il reproche à Total ? Il lui reproche sa stratégie de neutralité carbone à 2050. Il lui reproche aussi d'avoir vanté les aspects très verts, entre guillemets, cet adjectif vert, vous savez qu'il est mis à toutes les sauces, des énergies de transition, et donc notamment sur les agrocarburants et sur le gaz. Et enfin, il vient de lui reprocher toute la campagne publicitaire qui a eu lieu en mai 2021, lorsque Total a changé d'identité. Ils ont quitté Total pour devenir Total Énergie. Je ne sais pas si vous voyez le logo, mais arc-en-ciel. Ils sont encore plus magiciens que les juristes. Et donc, il vient de dire, vous ne pouvez pas vous afficher comme étant une entreprise d'énergie renouvelable. Non, 80% au moins de vos activités est dans le fossile. Vous ne pouvez pas vous afficher comme étant une entreprise du renouvelable. Donc, ils agissent sur tous ces leviers à la fois. Et enfin, c'est pour ça que la direction juridique de Total ne s'ennuie vraiment pas du tout. La semaine dernière, 25 ONG ont lancé une campagne tout azimut. Donc là, on agit contre Total tout azimut, qu'ils ont nommé Defund Total Energy. Et notamment, ils font peser une pression maximale sur les banques et les assureurs en leur disant, lorsque vous financez Total, lorsque vous assurez Total, vous participez et vous devez prendre une responsabilité des projets de Total. Et par exemple, AXA, qui est une des plus grandes entreprises en matière d'assurance, finance mais aussi assurance, a refusé d'assurer le projet Ouganda. A dit effectivement, c'est un projet qui est contestable et donc je refuse de l'assurer. Et puis aussi, stratégie d'engagement actionnarial. Donc voilà, Total est cerné de toutes parts. Bon, en plus ça, c'est vrai que par le jeu de la guerre en Ukraine, ils ont fait des profits colossaux. Et quand vous voyez ça, vous avez un sentiment un peu bizarre qui vous envahit. Merci à tous. Alors, en conclusion, beaucoup de choses dans ce contentieux climatique. Vraiment, cette idée que c'est un laboratoire d'idées très, très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Cette nouvelle articulation entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire, et le pouvoir judiciaire, que ce soit les juges administratifs ou les juges judiciaires, le prennent vraiment sur leurs épaules. Et puis, ça demande une réactivité très forte de la part des entreprises qui doivent s'engager, et en particulier sur cette question du greenwashing, sur laquelle l'Europe maintenant va faire peser un poids très fort à travers cette proposition de directive de mars 2023. Merci à tous et heureuse de la discussion à venir. Voilà, je vais peut-être, je ne sais pas si mes collègues ont un petit mot à dire avant cela. Oui, juste deux choses. Et d'ailleurs, je dois dire que je suis très heureux de voir Patrice entrer dans le cercle du droit de l'environnement. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Mais c'est bien normal quand on s'intéresse à des questions qui ont un lien avec l'environnement, mais je reste vraiment aux alentours, parce que les spécialistes sont bien là. La question du greenwashing, je crois que en matière de responsabilité sociétale des entreprises, l'affaire Nike contre Cascais, je crois, publicité trompeuse. En général, les entreprises affichent qu'elles respectent l'environnement, alors qu'au fond, c'est pas le cas. Et je vais terminer par l'irrecevabilité de l'action des associations dans l'affaire Total contre Association Les Amis de la Terre, et puis les associations ougandaises dans le cadre du projet Tilenga et ACOP, comme on le dit. Alors, parce que j'ai quand même remarqué que le juge
français, notamment le tribunal judiciaire de Paris, a quand même fait œuvre pédagogique, parce qu'il est revenu en disant, enfin, certains de ses arguments, hein, qu'il y avait des notions floues, n'est-ce pas, qu'on avait mis à la charge de Total des obligations gigantesques, n'est-ce pas, et que les conditions également du référé, des articles qui sont cités dans le Code de procédure civile, n'étaient véritablement pas réunis. Moi, la question que je me suis posée, c'est de savoir est-ce que on oriente le procès vers le fond et non vers le provisoire. Donc, c'est véritablement toute la question. Mais je crois que aussi, là, il y avait une sorte d'impréparation des ONG, parce que entre les arguments qui avaient été développés en 2019 et ce qui avait été développé également devant le tribunal judiciaire de Paris, il y avait une sorte de disharmonie. C'est pour ça le juge a estimé mais il n'y avait pas une mise en demeure préalable qui avait été faite à Total, alors que l'article L225-102-4 du Code de commerce disait qu'il fallait d'abord une mise en demeure, n'est-ce pas, si elle est vaine pendant 3 mois, maintenant on va saisir la juridiction compétente qui sera chargée, non d'engager la responsabilité, parce que c'est l'article L225-102-5 qui prévoit l'engagement de cette responsabilité sur la base des articles 1240 et 1241 du Code civil. Voilà ce que j'avais voulu dire, et je vous remercie en tout cas de cette belle leçon magistrale. Merci beaucoup.